J'appelle aujourd'hui à la barre un nouveau tueur en série allemand. Et je vous promets, c'est le dernier. Enfin, c'est le dernier de ce cycle. Vous avez compris que j'étais un peu dans une vibe très bière et saucisse dernièrement. Je suis beaucoup resté en Allemagne, j'avais pas mal envie de m'intéresser à ce pays. Et donc là voilà, j'en ai fait 3 vidéos, jamais 203. Et ensuite, on va se réintéresser à d'autres pays, notamment les États-Unis, qui sont quand même le premier fournisseur de serial killers. Et on reviendra peut-être un jour prochain sur l'Allemagne. Mais là, en attendant, on a encore beaucoup de choses à raconter. C'est sûrement même la vidéo la plus fournie en termes de détails. Il y a pas mal de choses à dire puisque la carrière et le parcours de Peter Kürten, qu'on a surnommé le vampire de Düsseldorf, a de quoi impressionner. C'était très long comme introduction. J'ai failli faire une crise d'asthme en plein milieu. Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf, est l'un des tueurs en série les plus connus en Allemagne. Comment on dit tueur en série en allemand d'ailleurs ? J'ai pas appris ça malheureusement au cours de mes 6 mois d'allemand. Et puis c'est maintenant que je me pose la question après 3 vidéos sur l'Allemagne. Du coup je vais chercher et je vais le rajouter au montage. On dit Serienmörder. Peter est né à Cologne, mais malheureusement son père ne boit pas que de l'eau. L'eau de Cologne, ça commence bien. Le père est violent, il s'en prend physiquement à sa femme et à ses enfants, la famille est plutôt pauvre et les parents avaient 11 enfants. C'est parfait pour faire une équipe de foot. Peter est de plus en plus vu comme un élément perturbateur, car il va rapidement se comporter comme un délinquant et il va enchaîner les fugues. Il dit même qu'il a commis son premier meurtre à l'âge de 9 ans, au moment où il a noyé 2 jeunes alors qu'ils étaient en train de se baigner. En fait, il y avait un des deux qui était en détresse et l'autre est venu à sa rescousse pour l'aider justement à remonter, sauf que Peter leur aurait maintenu à tous les deux la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'ils se noient. Mais ces 2 morts ont été considérées comme des noyades et donc comme des accidents. En parallèle, la situation familiale ne s'arrange pas. Le père va être condamné à de la prison pour avoir eu une relation sexuelle avec sa fille qui avait 13 ans au moment des faits. Rapidement, Peter va apparaître comme un garçon puis comme un adolescent sadique qui va prendre plaisir à tuer des animaux. D'abord des chiens et ensuite des moutons et des cochons. Le fait de poignarder et de faire saigner l'excite. Il aurait pu juste bosser dans un abattoir pour satisfaire ce plaisir un peu coupable, mais il va préférer se mettre à faire des victimes humaines et ne plus se contenter des victimes animales. En 1913, Peter va commettre un nouveau meurtre. De base, il commet de nombreux cambriolages et cette fois-ci, il va rentrer dans une auberge, il va monter à l'étage et il va trouver Christine, une jeune fille qui est en train de dormir. Ses parents tiennent le pub qui est en dessous, ils sont en train de travailler et donc lui, il a tout le temps d'aller étrangler cette jeune victime. Le lendemain, c'est l'oncle de la fillette qui est suspecté parce qu'il s'était engueulé avec le père la veille. Peter va même venir boire un coup dans le bar des parents pour découvrir un peu l'ambiance et les rumeurs qui circulent après la découverte du cadavre. Il ira même voir la tombe de la fillette une fois qu'elle sera enterrée. Il est fier de ses crimes, il est narcissique. Peter a déjà fait de la prison par le passé pour des fraudes et des agressions, mais on ne sait pas s'il a été arrêté et condamné pour ce meurtre-ci. Toujours est-il qu'il va retourner 8 ans en tôle, notamment pour des incendies qu'il a allumés en espérant qu'il y ait des victimes dans les abris qu'il faisait cramer. C'est un peu extrême comme barbecue, surtout qu'on ne peut pas vérifier la cuisson, alors que c'est le plus important. Le tueur va aussi être enfermé parce qu'il déserte l'armée. Il avait été envoyé dans un régiment du côté de Metz, en France. Après, c'est vrai que vu sa destination, on comprend qu'il est déserté. Non, c'est bon, ne vous vexez pas ceux qui habitent dans l'Est, c'est très joli la Lorraine. Voilà, c'est ce que vous vouliez entendre. On peut reprendre ? Sa peine de prison est même prolongée à cause de son comportement derrière les barreaux. Et il expliquera par la suite que les peines et les années de prison qu'il avait faites lui avaient donné envie de se venger de la société. En tout cas, le mec avait le bon plan. Il s'est fait enfermer juste avant le début de la Première Guerre mondiale pour ne pas aller au front. Il y a la guerre d'un côté et toi tu es tranquille à l'ombre. Quand il sort de prison, Peter se marie avec une ancienne prostituée qui a tué un homme. Qui se ressemble, ça semble. Il va se ranger durant un temps, il va travailler dans une usine et il va même être syndicaliste. Ça aussi c'est criminel, faire des grèves et des manifestations, c'est terrible. Mais l'enfer va finir par recommencer et ça va être terrible en 1929. En février, il va commencer en poignardant avec des ciseaux une jeune fille à de nombreuses reprises. Il brûle même le cadavre qu'il a caché dans un buisson. Il poignarde ensuite un mécanicien, Rudolf, d'une vingtaine de coups de ciseaux, dont certains qui sont portés à la tête. Et quelques jours après, il retourne sur place pour parler avec un enquêteur qui est à proximité de la scène de crime. Il aime jouer avec le feu, au sens propre comme au sens figuré. Peter est malin parce que pour éviter qu'on ne l'arrête et qu'on fasse le lien entre tous les crimes, il va changer d'arme. Il passe au couteau après les ciseaux pour attaquer ses victimes. Et il commet aussi des agressions au marteau. En août, il va tuer 2 sœurs qu'il croise dans la rue. Il va demander à l'aînée si elle peut aller lui acheter des cigarettes pendant qu'il surveille sa petite sœur. Alors la surveillance va tourner court, il va tuer la cadette rapidement et il va s'occuper de l'autre quand elle revient. Fumer tue
et acheter des cigarettes pour un inconnu tue également. Durant le même mois, il va aussi s'en prendre à une femme qu'il va étrangler et poignarder avant de l'enterrer. Et il va revenir sur les lieux du crime parce qu'il voulait ensuite accrocher le cadavre à un arbre pour choquer les gens qui allaient passer devant et faire parler de lui. Le problème, c'est que le corps est trop lourd pour lui. Fallait faire comme moi, tenir ses bonnes résolutions en allant à la salle de sport. On peut essayer de faire du développé couché avec des corps. Peter va abandonner cette idée et il va envoyer plutôt un courrier à la police à la place, avec une carte pour qu'il puisse retrouver la victime. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Au mois de novembre, il va tuer une fillette de 5 ans qu'il rencontre à la sortie de l'école. La gamine s'appelle Gertrude. Il faut vraiment que les Allemands commencent à faire des efforts sur les prénoms. Comment vous voulez qu'on reste sérieux quand on a une victime qui s'appelle Gertrude? Peter va finir par être arrêté en mars 1930. Il va rencontrer Maria, une femme qui cherche un logement et du travail, et donc il lui propose de venir chez lui. Elle accepte, par contre, une fois sur place, elle va refuser de coucher avec lui. Il va donc la violer avant de la laisser repartir. Maria ne va pas aller à la police, mais elle va tout raconter dans une lettre qu'elle envoie à une amie. Ensuite, on a plusieurs versions de cette histoire. Certains disent que la lettre a été ouverte au bureau de poste, ou bien qu'elle a été remise à une autre personne par erreur, ou bien à la fameuse amie. Toujours est-il que le courrier, il va être lu et on va prévenir la police, vu qu'il y a un crime qui est raconté à l'intérieur. Rien que là, on voit que ça se passait au siècle dernier parce qu'on s'envoie encore des lettres. Maintenant, on préfère écrire des textos et des tweets. J'ai mal à ma société, j'ai mal à ma France. C'était l'instant réac de la vidéo. Les enquêteurs vont donc contacter Maria qui va confirmer le viol et qui va les conduire jusqu'au domicile de Peter. Le tueur pensait qu'elle n'avait pas retenu l'adresse et le chemin pour aller jusque chez lui, vu qu'elle n'était pas d'ici, mais il va vite déchanter. Le serial killer sent qu'il y a un étau qui est en train de se resserrer autour de lui, et donc il va décider de raconter tous ses crimes à sa femme. Il lui explique tout, il explique qu'il est l'homme que tout le monde recherche, que c'est lui le vampire de Düsseldorf, et il lui raconte tout ça pour qu'elle puisse ensuite le dénoncer aux autorités afin qu'elle touche une récompense. Sur le principe, c'est pas con du tout, mais l'histoire ne nous dit pas si elle va toucher un chèque. Sa femme va donc conduire la police jusqu'au parvis d'une église où Peter va se rendre aux enquêteurs. Ce qui est surprenant avec Curtin, c'est que malgré sa folie et ses pulsions, il est resté fidèle et loyal à sa femme jusqu'au bout. Enfin, quand je dis loyal et fidèle, je dis ça parce qu'il a voulu l'aider jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Parce que sinon, c'est vrai que niveau fidélité et loyauté sexuelle et affective, c'est pas trop ça. Le tueur en série va avouer 80 meurtres. Il dit aussi qu'il a bu le sang de certaines de ses victimes, d'où le fait qu'on le considère comme le vampire de Düsseldorf. Il choisissait aussi les armes de ses crimes pour qu'elles puissent faire saigner ses victimes, vu que la vision du sang et le fait de poignarder ses victimes, ça l'excitait comme je vous l'ai dit. Peter va confier qu'il n'a pas tué Maria, la dernière femme qu'il a violée, parce qu'elle s'est laissée faire et qu'elle n'a pas cherché à lui résister. Au procès, on va exposer à la vue de tous les couteaux, les ciseaux, les marteaux qu'il a pu utiliser, et même la pelle avec laquelle il avait pu enterrer certaines victimes. Et le fait qu'il ait changé à plusieurs reprises d'armes de crime et de mode opératoire pour rendre la tâche plus complexe à la police montre bien qu'il était conscient de ses crimes et qu'il n'était pas fou comme certains avaient tenté de le défendre. Et donc il va être condamné à mort. Il accompagnera son dernier repas avant l'exécution avec une bouteille de vin blanc. C'était un tueur en série avec du goût, on peut le reconnaître. Avant d'être guillotiné, Peter va demander s'il aura le plaisir d'entendre son propre sang jaillir de son cou une fois que sa tête sera tombée. J'ai bien peur que non, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Son cerveau va d'ailleurs être conservé, disséqué, étudié avant d'être momifié, et aujourd'hui il est exposé dans un musée dans le Wisconsin. Jusqu'au bout, les Américains veulent montrer qu'ils ont battu les Allemands, ils récupèrent tout sur leur passage et même les têtes de leurs tueurs en série. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire, ou du moins l'essentiel, sur notre vampire de Düsseldorf, qui était vraiment pour le coup assoiffé de sang. Là, le verbe est bien choisi. En plus, en ce moment, je sais qu'on a un peu des pénuries au niveau des réserves de sang en France. Eh bien, à son époque, je pense que Peter aurait eu de quoi remplir les stocks. C'est élémentaire.